monde, bienvenue à cet épisode du balado autour du traducteur. Aujourd'hui, on fait quelque chose de différent. On est en présentiel, Ludovic et moi. On a décidé, on s'est parlé, on s'est dit que on avait un problème depuis le confinement dû à la COVID. On est trop sur Zoom, on est trop. C'est ça, hein, c'est toi qui as amené cette idée-là de dire on ne voit plus personne autrement que sur Zoom, sur Teams ou sur Google Meet. Alors, on a décidé de prendre le taureau par les cornes dans Ludovic, puis on fait un balado ensemble en présentiel. Alors, je voulais créer cette série-là, un portrait de traducteurs et de traductrices. Alors, je me disais que ça se prêtait bien à faire ça en présentiel aussi. Il va y avoir quelques épisodes qui vont suivre. Ludovic plonge dans la série et il va y avoir d'autres personnes qui, comme toi, vont suivre et qui vont parler. Le but de la série, c'est de parler de la traduction, mais aussi de ce que vous faites en dehors de la traduction. Alors, comment vous conciliez vos passions personnelles avec votre passion pour la langue et votre profession. Alors, j'ai hâte de t'entendre parler de ça, Ludovic, parce que je pense que tu as eu ton parcours à toi, et puis je pense qu'il y en a beaucoup qui ont les mêmes passions que toi. Puis je pense que t'entendre parler de comment tu concilies ça, ça va aussi encourager beaucoup de gens à se dire « Ah, ben c'est possible de le faire, parce que tu le fais bien. » On va commencer par le début. Alors, le début, c'est quoi qui t'a amené à la traduction? Parce qu'on va commencer par quand même notre profession. Après ça, on parlera de tes passions. Écoute, il y a deux grands éléments. En fait, le premier et le plus simple, je dirais, c'est vraiment la famille. En fait, je viens vraiment d'une famille de traducteurs, deux autres traducteurs, une tante plus dans la révision de traduction, de texte traduit, puis une cousine traductrice. Elle est dans le coin de l'Estrie. D'ailleurs, j'ai rencontré dans un de nos événements de réseautage à Sherbrooke. Oui, là, elle revenait à Montréal, en effet. Sa mère était. Oui, c'est ça. Okay. Puis, non, c'est vraiment que j'ai baigné dans un environnement familial de traduction. En fait, je dis des fois en boutade, dans ma famille élargie, il y a deux grandes lignées de profession. C'est des avocats et des traducteurs, traductrices. Avocats, avocates, traducteurs, traductrices. C'est bien. Puis, donc, c'est ça, c'est comme. Ça fait longtemps que j'ai entendu parler de ce métier-là, de cette profession-là. Puis, c'est ça, quand j'avais, par exemple, quand j'étais au cégep, je me suis questionné beaucoup à savoir quel métier j'allais choisir. J'ai même pensé pendant le temps être architecte, quelque chose qui est comme presque aucun lien avec ce que je fais aujourd'hui. Mais ce qui peut faire le lien avec ma deuxième raison, en fait. Le deuxième élément qui m'a amené à la traduction de concurrence, je pense, c'est vraiment que, d'abord, ça, il y avait l'influence de la famille, mais le deuxième élément, c'est vraiment que, pour moi, je voyais un carrefour d'avantages. C'est comme s'il y avait à la fois du potentiel pour bien gagner sa vie, bien gagner sa vie décemment. Oui. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Ensuite, c'est un métier dans lequel je savais que je pouvais aimer ça donc, et exceller potentiellement. Puis la troisième partie, je pense, c'est me sentir utile. Puis si je sens pas que c'est valorisé, c'est pas banal, mais j'ai oublié de dire, mais moi c'est ça, donc ça fait bientôt 5 ans que je suis dans le métier, que je pratique. Puis je suis traducteur agréé aussi, donc membre de l'ordre et tout. Puis juste le fait qu'il y ait justement un autre professionnel, c'est vraiment une véritable industrie, mais moi, je trouve ça quand même rassurant, dans le sens que c'est ça. Avoir une reconnaissance. Une reconnaissance, oui. Puis pour revenir à ta famille aussi, tu as une famille dans laquelle il y a des gens de différentes cultures aussi. Oui. Dans ta famille, tu as baigné dans un monde multiculturel. Oui, c'est intéressant. C'est bon que tu te rappelles de ça. En fait, c'est que j'ai des cousins et cousines dont leur mère est d'origine plus européenne. Okay. Donc, leur culture de base, on va dire générale, leurs intérêts étaient beaucoup orientés plus vers des références européennes. En fait, j'ai un cousin
qui a étudié la musique de façon approfondie en Europe, la musique classique. D'accord. En fait, il est musicien classique, il vit de ça, c'est son métier. Ça, c'est une partie de la famille. Sinon, j'ai une tante en fait, qui vient du Nicaragua. Quand j'ai appris l'espagnol au secondaire, je pouvais échanger Oh, tu étais privilégié, tu avec avais elle. avec elle. Oui, c'est Ah, ça. Puis non, quoi, en fait, je m'en suis rendu compte comme récemment. En effet, peut-être ça a joué inconsciemment là, dans mon choix de la traduction. C'est cet appétit-là pour l'échange, la diversité culturelle, c'est ça, le plaisir d'en savoir plus sur l'autre, sur les différentes cultures, tout à fait. et le respect aussi que tu peux bâtir quand tu évolues dans un milieu comme ça, ben, tu apprends à respecter l'autre culture parce que tu apprends à parler, tu te rends compte que quelqu'un pense tout à fait différemment ou assez différemment de toi, puis c'est correct là aussi. Ouais, ben, ça va un peu de pair, là, je pense. Mhm. Quand on, c'est paradoxal un peu parce que moi, j'ai pas beaucoup voyagé. À l'extérieur du Québec, du Canada, bon, j'étais allé un peu aux États-Unis quand j'étais plus jeune, tu sais. Mais c'est ça, je suis jamais allé en Europe, j'ai jamais mis les pieds en Europe. Jamais même, je sais pas moi, même si je dis les Au États-Unis. Nicaragua, par exemple, Ouais, tu aurais mais pu aller voir la famille. c'est ça, mais je pense, j'ai peut-être eu des occasions, mais je pense, c'est ça, je change plus dans, ça va un peu avec ma personnalité, je pense plus dans les livres, la curiosité intellectuelle, mais en même temps, pour moi, c'est une forme d'ouverture à l'autre aussi, d'en savoir plus, sur la culture, plus de façon, je pourrais dire, sur le plan intellectuel, Mhm. mais ça n'empêche pas, les rencontres, je veux dire, plus avec les gens en face à face, justement. Comme je te disais, je parlais tout le temps espagnol avec ma tante. Euh, quand elles sont au Nicaragua, Ah, OK. mon oncle et elle, là, la famille, mais quand elle était ici, plus jeune, j'échangeais régulièrement. Enfin, à chaque fois que je les voyais. C'est ça, puis Ouais. on voit que quand on parle une autre langue, on pense pas de la même façon, on développe une autre perception du monde quand on parle anglais, Vraiment. et que c'est vraiment quelque chose. Donc, je suis sûre que ça enrichit tes traductions. Et puis Ouais. là, maintenant, c'est ça, tu es rentré sur le marché du travail, comme tu disais, il y a 5 ans. Alors, ça aussi, ça a été quelque chose. Oui, ben c'est ça, environ 5 ans, dans le sens que des fois, j'ai comme plusieurs façons de le présenter, dans le sens que j'ai eu mon premier contrat plus officiel en mars 2020, alors que j'étais toujours aux études à l'Université de Montréal. Mais, mais en termes d'années à temps plein, là, Mhm. où mon occupation principale, c'est de travailler, c'est durant 2024, c'est ma 4e année. Fait que, je dis presque 5 ans pour arrondir, mais oui, c'est ça. Donc, ça fait presque 5 ans. Puis, j'ai connu dans ces 5 années-là différentes expériences vraiment formatrices à différents égards qui m'ont amené où je suis aujourd'hui. J'ai travaillé donc, premier point, à la fois comme pigiste et comme employé. Je pense qu'il y a pas une année où j'ai pas, sur ma déclaration, peut-être, je sais pas si ça intéresse les gens, en tout cas, où j'étais, où j'étais juste pigiste ou juste employé, Fait que tu as flirté avec la pige, tu as flirté avec être employé, le statut d'employé ouais, dans des cabinets ou des agents. C'est c'est le ça. cabinet, hein, toi? Mais je travaille à la fois en cabinet et dans les services internes d'entreprise. En fait, là, mettons, en ce moment, je suis dans une grande entreprise, dans le service interne. Mais donc, j'ai connu vraiment les deux. Là, Donc, t'as senti le besoin d'explorer ces deux. vraiment, Puis vraiment. à un moment donné, tu t'es dit, je vais être pigiste, je trouve ça trop contraignant. Ouais. Puis après ça, ben, c'est pas si pire. Puis c'est ça, hein, t'as Ben, fait j'ai fait comme un aller-retour un aller-retour. Hein. entre les deux statuts. Puis, avec le recul, je trouve que ça m'a quand même bien servi, parce que j'ai pu vraiment voir les deux réalités. Puis, là, je pense que je suis en selle pour avoir le statut d'employé ou dans une entreprise à l'interne. Mais c'est vraiment ça. Je trouve que mon expérience c'est une jeune expérience, mais quand même, je le sens déjà qu'après après presque 5 ans, j'ai quand même
un petit tour d'horizon de fait. Là. Puis c'est ça. Le fait d'avoir été à la fois en entreprise, dans le cabinet, à la fois comme pigiste comme employé, ben, je trouve que c'est fun. En J'ai été fait, actif tu sais, dans mon ouais, métier. c'est ça. Puis aussi, c'était pas une période facile parce que, comme tu dis, en 2020, donc on se rappelle que c'était la pandémie, là. Ouais. C'est ça. Mais tu n'avais pas terminé tes études, mais tu pouvais pas, ça se faisait à distance comme C'est tout le ça. monde, là. Fait que ça, c'était Ouais. une période. Puis aussi, c'est l'époque où je dirais que les entrevues d'emploi ont carrément disparu parce qu'on ne pouvait plus aller au bureau. C'est vrai. Alors là, c'était comment est-ce que Ah ouais. je me fais connaître des employeurs éventuels. C'était pas évident, là. Ouais, ah, c'est sûr. Puis, tu sais, il fallait être créatif. Tu sais, j'ai beaucoup misé quand même sur mon compte LinkedIn là, pour créer des liens, même avec des gens que j'ai jamais rencontrés, tu sais, juste pour. C'est ça, tu sais, je pense que je suis sorti de l'université avec vraiment la mentalité que, ben, tu sais, là, je deviens travailleur à temps plein, tu sais. Puis, c'était quand même une période d'adaptation. En fait, tu sais, comme n'importe qui, peu importe le métier, la profession, jeune, professionnel, tu sais, depuis, ça fait 15-20 ans que tu es sur les bancs d'école, puis là, t'arrives, puis c'est comme, il faut que ça réinvente tout ton rapport au temps, à tes relations. Toi, tu n'avais pas fait de stage Non, en traduction. OK, c'est ça aussi. parce que j'ai fait une majeure, il y a 60 crédits, donc, en Moi, c'est traduction. quoi ton parcours? Ouais, ouais, c'est vrai, j'ai pas dit. Moi aussi, j'ai oublié de te poser la question. Là, La de formation la de base. formation, là, c'était quoi? Ben, à la base, donc j'ai un bac S1 de l'UDM, l'Université de Montréal, donc majeur traduction et mineur en littérature de langue française. Ouais. Donc, ça, on revient toujours à la traduction dans ta majeure. Tu as Ouais. mis l'accent parce que tu as des cours de base, puis à un moment Ouais. donné, tu t'es. Ben, j'ai quand même choisi assez rapidement la spécialité, en fait, la spécialisation plus économique et administrative. Là. OK. Ouais, ben, notamment, je me suis deux cours, là, un, c'est traduction économique, puis l'autre, c'était plus dans les valeurs mobilières. Mais tu sais, j'ai quand même, c'est ce que je fais aujourd'hui, tu sais, je fais quand même plus d'administratif, tu sais, du financier, Donc, plus ou moins. ça a été comme ces cours-là, quand tu as exploré dans Ouais. les piges, tu t'es en allé aussi vers Ouais. ce genre de. Tu sais, avec des degrés plus ou moins élevés de généralité ou de spécialisation, mais ça reste que, mettons, c'est comme une grande famille de spécialisations, vraiment l'économie, la finance, l'administratif. Puis avec un degré plus ou moins grand aussi de volet marketing aussi lié à ça. Mais tu sais, mettons, pour l'illustrer, moi, quand je dis ce que je fais et ce que j'ai choisi, tu sais, je sais que, mettons, la traduction médicale et pharmaceutique, mais je toucherai pas à ça, tu sais, je pense. En tout cas, D'accord. faut jamais dire jamais, mais je pense que c'est vraiment pas ma tasse de thé. En fait, j'ai même pas goûté à ce genre de Tu te traduction. sens pas attiré là, vers ce genre. Non, par exemple, tu sais, puis non, j'aime bien, tu sais, parce que la traduction administrative ou économique, tu sais, c'est un langage qui est quand même pragmatique, mais qui peut être précis aussi quand même. Tu sais, fait que, Il y a la terminologie, oui. c'est ça, puis je trouve que c'est comme, je suis comme, on pourrait porter à penser que c'est plate, parce que je pense que c'est pragmatique et tout ça, mais au contraire, tu sais, je pense que ça implique justement, c'est comme un piège, vu qu'on pense que c'est trop simple, tu sais, ben, on fera pas nécessairement, on n'acquérera pas les qualités de recherche terminologique liées à ça, mais moi, en tout cas, je regrette aucunement d'avoir choisi cette filière-là, si on veut. J'aurais une question à poser aussi, étant donné que tu es justement une mineure en littérature, puis tu t'écris, on va y revenir d'ailleurs plus tard dans l'entrevue. Est-ce que ça a influencé justement ta façon de traduire? Est-ce que tu avais, parce que tu as une super de belle plume, mais est-ce que quand tu arrives dans une traduction, c'est pas toi, c'est pas tes idées, tout ça, est-ce que tu as eu comme une adaptation à faire? Ben, honnêtement, oui, parce que c'est vraiment deux métiers, tu sais, dans le sens que, comme tu l'as bien dit, la traduction, on travaille à partir d'un texte qui n'a pas été écrit par nous, mais même des fois, on ne connaît même pas l'auteur, tu sais. Mais on sait que c'est la matière première, elle vient pas de nous personnellement. Fait que c'est vraiment, c'est ça. Alors que, mettons, une écriture plus créative ou littéraire, mais tu sais, la matière première, c'est nous, c'est nos émotions, c'est notre passé, notre histoire, je pense. Là. Puis donc sinon, pour moi, c'est vraiment deux métiers.
Donc, mais est-ce que ça m'a influencé directement dans la traduction? Je dirais pas oui et non, dans le sens que ça peut influencer peut-être dans le souci du mot juste, comme, ou de l'élégance, je dirais, Ouais, de la l'élégance. langue, tu sais. L'élégance, exactement. Puis qui n'est pas toujours souhaitable dans ce genre de texte-là. Non. Par contre, quand tu parlais de marketing, j'imagine que là où tu peux te laisser aller à t'en donner à cœur joie puis y aller avec ta créativité. Ouais, j'en ai fait un peu, mais mettons, dans le poste que j'occupe actuellement, tu sais, ben, c'est ça, tu sais, parfois je peux être rusé, puis comme ça, je veux dire, j'ai pas d'exemple concret en tête, mais mettons, ben, c'est comme si j'allais faire un exemple, mais non, c'est sûr, des fois je me rends compte dans la langue administrative, tu sais, on veut être juste, mais l'élégance, ça peut être un plus dans certains cas. Dans certains cas, oui. Mais c'est pas ce qui est le. C'est pas recherché par le client, là, je veux dire, parce qu'on travaille pour un client aussi, là, c'est ça. Hein. Fait que ça a été une adaptation là, qui était. Et puis là, finalement, ben, tu t'as pris ta place, puis là, tu disais, tu travailles pour une banque, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, une grande entreprise. Ouais, exactement. Puis là, t'es à ta place. Je suis en selle. C'est ça qu'il faut. Alors, justement, ça te permet de faire ta place à d'autres choses. Exactement. Alors, c'est l'écriture. Oui, c'est ça. Puis c'est fascinant parce que je ne rentrerai pas dans le détail de ce de ma vie, mais moi, maintenant, j'ai connu des difficultés sur le plan personnel il y a justement il y a environ 5 ans aussi. Puis l'écriture, en fait, l'écriture, ça m'a beaucoup aidé à me rétablir ces difficultés-là. Puis j'écrivais déjà avant, mais là, c'est comme ça a comme canalisé ou ouvert quelque chose, tu sais, des problèmes de la maladie, des difficultés personnelles, pour vraiment être plus centré sur qui je suis, c'est qu'est-ce que je vis, c'est quoi que je ressens, tout ça. Puis avant, je pouvais le faire de façon ponctuelle, même quand j'étais jeune, tu sais, mais j'écrivais pour moi-même, par événement, je notais ce que j'observais ou tout ça. J'inventais des histoires, mais là, depuis 5 ans, on dirait que cet événement-là, ou ce contexte personnel-là, m'a comme projeté dans un prétexte pour écrire de façon systématique. En fait, j'y arrive, là, mais je tiens un journal, on peut dire, c'est pas tant un journal intime, mais plus comme un journal de bord depuis. Ça fait que je note vraiment là, mes émotions, mes pensées. Qui vont devenir des matériaux pour tes. Exactement. Tu sais pas quand, mais à un moment donné, tu vas t'en servir. Oui, mais tu sais, j'ai un carnet, par exemple, virtuel sur Word. Tu sais, je dois avoir, je pense, comme 150 000 mots, donc à peu près 1000 pages, tu sais, depuis 5 ans. Incroyable. C'est vraiment, c'est pas comme un roman ou un recueil de poésie ou un essai, c'est vraiment comme juste. C'est pour moi, quand j'essaie d'expliquer ce que je faisais dans moi depuis 5 ans, je me disais, ben, je documente ce que je suis, ce que je ressens, puis ce que je fais. Puis après ça, je pense c'est plus comme un carnet. Je dis après ça, journal de bord, mais c'est comme un carnet, un mélange entre les deux. Journal parce que c'est daté, c'est quand même, j'ai les datés, puis carnet parce que pour moi, c'est vraiment une forme libre. Là, dans ce que c'est un carnet par définition, c'est des observations, donc c'est un peu comme l'artiste peintre qui a toujours son croquis, son cahier de croquis, puis là, il voit une belle scène, mais il va s'en servir pour un tableau plus tard. Exactement. C'est exactement parce que ça l'a touché, il a trouvé ça beau. C'est ça, mais voilà. Puis même si mais la forme, j'écris beaucoup par fragments, donc on en appelle, c'est rare que je fais des phrases complètes, même quand j'écris, souvent c'est juste comme 3, 4, 5 mots, un demi-paragraphe, ça, puis ça peut être aussi bête que de dire, ben, aujourd'hui j'étais joyeux en raison de pour telle raison. Oui, c'est ça. Ou triste pour telle raison. Puis c'est vraiment intéressant quand même de ça, parce que depuis 5 ans, je vois des constantes dans ce que j'écris, notamment, puis je ne vais pas vendre le punch ce qui s'en vient pour moi, mais j'ai remarqué que moi, un des thèmes qui me préoccupe beaucoup, j'allais dire qui m'obsède, mais c'est vraiment mon rapport à la musique, vraiment. Je suis un mélomane depuis vraiment longtemps, puis je me suis rendu compte récemment que c'était comme un angle qui revenait souvent dans mes notes, mes observations, puis
c'est ça. Puis récemment, j'ai pondu un texte comme que je trouvais vraiment réussi sur ça, mon rapport à la musique, puis comment ça influence ce que je suis. Mais, fait que ouais, non, c'est ça. Fait que, pour l'instant, c'est ça. J'ai pas de publication, de réputation littéraire comme telle, mais je suis en marche, puis depuis 5 ans, je dirais plus formellement là, que c'est ça, depuis ces difficultés-là, là, je parlais de ça comme. Ça s'est donné un De prétexte. canaliser, là, de Ouais. canaliser. Puis d'ailleurs, j'ai eu au balado Myriam Beauregard-Legault, ou Legault-Beauregard, qui justement vit les mêmes difficultés que toi. C'est elle écrit des poèmes aussi, là, elle Ouais. fait du slam aussi. Et puis, elle disait que c'est difficile. Elle propose ses œuvres, puis c'est soit c'est 0 ou 1, hein, c'est ça qu'on disait. Soit que la maison d'édition va adorer ou carrément, ils vont dire que c'est pas dans leurs objectifs de. C'est ça. Ça fait que c'est une lutte, là. Ouais. Mais tu sais, je pense, curieusement, tu sais, j'ai quand même de la patience, tu sais. Moi, je me suis toujours dit, en fait, tout le temps avancé, puis là, j'ai 28 ans aujourd'hui, puis je dis, puis je trouve ça bien dans un podcast de le dire, parce que c'est comme un engagement que je vais faire moi-même, publiquement ou semi-publiquement, mais je pense autour de mes 30 ans, je suis comme intimement convaincu que genre, tu sais, sorti publier quelque chose, tu sais, même si c'est auto-publié ou ça n'a pas un rayonnement immense, tu sais, puis c'est ça, je pense que c'est quand même un truc d'être patient, tu sais, dans le sens que ça permet de cerner vraiment ce que je veux dire, puis de faire vraiment ce que je veux faire, tu sais, puis c'est sûr, maintenant, il faut passer à l'action, mais il y a aussi une notion de contexte, mais c'est comme un fin d'équilibre justement entre la patience puis de saisir, puis ou saisir l'occasion quand ça va se présenter, parce exact. que des fois, tu vas arriver, bon, j'ai plusieurs semaines devant moi, puis là j'ai beaucoup de matériel, puis là, je sens que je suis inspirée. Ouais. C'est l'inspiration qui est importante aussi. Ouais, mais c'est ça, tu sais, puis je pense. Comment tu la définis, l'inspiration? Ah, c'est une excellente question. Pour vrai, c'est vraiment mystérieux, mais je pense que ça vient un peu de ce que j'ai dit il y a quelques instants, ça vient comme de thèmes ou d'enjeux qui nous obsèdent, auxquels on ne peut pas s'empêcher de penser, ou sur lesquels on ne peut pas s'empêcher de réfléchir, ou qui nous happent, tu sais. Puis c'est ça, moi, je pense à la musique, j'ai rien, là, mais c'est que ça a été tellement important pour moi. Tu sais, même des fois, je me suis rendu compte que c'était plus important que l'écriture, tu sais. Même au quotidien, factuellement, tu sais, je pense qu'il ne se passe pas une journée que je sens que j'écoute pas de la musique, tu sais. Puis c'est ça, puis même des fois, tu sais, dans mon processus, mettons, de faire une œuvre, tu sais, ou un texte plus haché, des fois, ça me nuit, parce que j'ai de la misère à travailler en silence. Je travaille toujours avec les écouteurs, tout ça, puis mais en même temps, écouter la musique, des fois, ça me provoque le geste d'écriture, de m'asseoir, puis de m'atteler à une tâche. Tu sais, bon, là, je décris un texte avec un début, une milieu, une fin sur un sujet X. Tu sais, là, tu sens l'énergie, l'inspiration qui monte en l'intérieur de toi. En fait, tu te mets dans des situations pour la stimuler, ton inspiration. C'est pas dire, oh, je vais attendre le moment où je vais me sentir inspiré. Non, ça peut arriver aussi, non, mais. Ça arrive, mais moi, c'est sûr, je pense que c'est une grande chose, c'est ça, je pense, j'ai la patience. C'est important ce que tu dis là. Non, mais c'est ça. C'est vraiment important. C'est que j'ai la patience de trouver ma voix, des OIX, puis mon style, puis ce que je veux dire, mon propos, donc. Mais en même temps, je suis proactif justement je crois pas justement à l'espèce d'illumination un jour, là, que tu vas te laisser tomber puis devenir. Je pense, le fait que justement j'ai un carnet qui est bien fourni depuis 5 ans, c'est le signe que j'ai progressé, parce que j'ai écrit beaucoup, là, même si ces écrits-là, on n'appelle pas ça vraiment poème ou livre, mais c'est de l'écriture, hein, c'est de la créativité, c'est de la réflexion, c'est de. Ouais. Fait que tu conseillerais à nos collègues traducteurs qui ont une passion semblable à la tienne de tenir un carnet, là? Ouais, mais je pense, en tout cas, de mon point de vue, c'est vraiment une méthode assez facile. On achète des cahiers ou des blocs-notes à la pharmacie, puis on se fait un document Word, puis c'est ça. Ça ne peut pas être chronologique. Moi-même, des fois, j'ai beaucoup de documents, c'est justement un sujet, puis là,
Donc, j'ai écrit quelques mots là-dedans, mais je pense que vous êtes sur plusieurs milieux organiques, quand même, un carnet daté, c'est le fun. Puis c'est ça, puis je me sens de même. Ce qui est le fun aussi, c'est qu'après ça, tu peux faire une recherche, dans Word, c'est peut-être l'avantage que tu peux jouer avec un carnet virtuel. Ouais. Tu peux voir, mettons, les thèmes qui reviennent. Puis, mettons que je cherche le mot musique dans mon carnet, mais je peux voir, OK, j'ai 200 occurrences où je parle de musique. C'est ça. Alors là, tu vois que ça sort comme. C'est comme ça que tu prends conscience justement des références que ça fait dans ton écriture. C'est ça. Puis c'est ça. Franchement, dans mon carnet, je parle souvent des moments où j'ai écouté la musique qui m'ont fait du bien, ou de mon rapport à la musique, ou des artistes que j'apprécie, des albums que j'ai écoutés en boucle, des chansons que j'ai écoutées en boucle, tout ça. Fait que, non, ben, moi, ça, le carnet, puis c'est bête à dire, mais des fois, je me parle un peu à moi-même en disant ça, mais le faire vraiment sans attendre, tu sais. Parce que moi, ça m'a sincèrement fait du bien, tu sais, c'est pas partie de ma routine maintenant, tu sais, c'est comme une hygiène mentale et émotionnelle. Tu sais, et ça a débouché, tu as participé à certains concours comme à Radio-Canada, tu as présenté des nouvelles. Ouais, ben, j'ai présenté l'année passée des Radio-Canada, mais il y avait d'autres concours aussi. Ben, je commence à avoir des textes, des fois, j'utilise la matière que j'ai dans mes carnets, j'essaie de faire quelque chose de plus qui prend plus une forme concrète. Là. Ben, non, c'est concret, mon carnet, mais je veux dire, tu sais, comme une forme plus attendue, tu sais, plus conventionnelle, mettons, pour que ça soit digeste. Qui va aussi être soumis à d'autres regards qui vont dire ben oui, ça a bien passé, ou il faudrait que peut-être que tu coupes ou que tu développes certains éléments. Là. Je pense qu'on vient à ça à un moment donné. Oui, non, exactement. C'est ça. Et puis, pour revenir à la traduction, selon toi, c'est quoi les enjeux du marché de la traduction actuellement? Là, ben moi, ça tient en un mot, pour le dire ainsi, c'est la formation, de mon point de vue. Je m'explique. La formation, oui, et j'ai hâte d'entendre ça. Ben, tu sais, puis là, je pèse mes mots, tu sais, je ne remets pas en question tant que ça la qualité, mettons, de la formation initiale, donc à l'université, mais c'est plus comme, puis peut-être que je m'avance en disant ça, mais la formation en entreprise ou même si on est pigiste, tu sais, je pense que je pense, je faut dire que j'essaie d'être prudent, mais tu sais, je pense que c'est très inégal, en fait. Donc, il y a des lieux, des espaces, tu sais, où on parle de la formation. Tu sais, avec toi, tu m'as fait ton mentorat, c'était super, mais je pense, en fait, c'est pas tant l'enjeu qu'il n'y a pas de formation nulle part pertinente après l'université ou tout ça, bien au contraire, tu sais. Mais je pense que c'est comme s'il n'y avait pas de ligne directrice, tu sais, pour bon, je sais qu'il y a, avec l'OTIAC, il y a. Mais il y a le programme de mentorat de l'OTIAC. Ouais, mais il y a aussi comme une espèce de. Le référentiel de compétences, c'est ça que je veux dire. Ce qui est quand même un bon début, tu sais, mais en même temps, je pense que, j'essaie d'être nuancé, là, mais je pense que l'offre de formation est là, mais c'est difficile de se retrouver. Ça, je veux dire, ce en fait, je sais pas si ça a du sens, comment je oui, l'explique. ben, moi, c'est drôle parce que la semaine dernière, vendredi dernier, j'avais une rencontre avec Donald Barabé, le président sortant de SIAC, et on a parlé de ça. Puis je trouve ça intéressant parce que tu me dis que tu as évolué dans ta famille, il y avait des avocats, et que M. Barabé m'a parlé que ce qu'il souhaitait beaucoup pour notre profession, c'est un peu le même modèle que les avocats, c'est-à-dire que pour lui, le bac, c'est une mise en bouche. Ouais. Autrement dit, on touche à toutes sortes de choses. Puis après ça, ça prendrait, comme dans le droit, une école qui, parce qu'on n'est pas prêt à intégrer le marché du travail, selon M. Barabé. Et puis, il n'y a pas une profession dont les étudiants sont prêts à aller sur le marché du travail. C'est toutes des mises en bouche, sauf un métier, la médecine, parce qu'ils ont la résidence, puis là, ils ont leur diplôme. Ouais. Alors là, ce que justement en droit, là, dans ta famille, ils ont dû faire, ils ont dû aller à l'école du barreau, mais il y a des sous là-dedans. Donc là, tu viens
de t'endetter pour ton bac. Et là, il faut que tu ailles l'école du barreau. Mais eux, comme M. Barabé disait, c'est que tu peux facturer à 500 de l'heure là, quand tu es rendu reconnu, accrédité. Mais c'est ça dont on aurait besoin. D'une école qui, d'abord des stages. M. Barabé a annoncé que les stages sont obligatoires maintenant au bac. Toutes les universités doivent intégrer un stage. Tous les étudiants maintenant vont suivre. Mais ça nous prendrait une école. Et là, ben, il faudrait que les gens soient prêts à mettre les sous qui vont assez. Avec ça, puis qu'il faudrait aussi que les agences et les cabinets reconnaissent le bien fondé là, de ceux qui vont sortir. Là. Donc, une sorte Est-ce que ça a du d'école. sens là, par rapport à ce que tu. Ouais. Le flou là, que tu Ben, débauches en là? fait, parce que. Est-ce que ça mettrait des choses en ordre de ce genre de structure-là? Je crois que, ouais, ben, je crois que c'est une idée à examiner, certainement, tu sais. Puis, moi, quand je dis, là, je vois l'enjeu de la formation, c'était j'ai pas envie de pointer des instances ou des entreprises précises, mais c'est plus que quand je dis que je trouve que c'est inégal, c'est que ça peut être facile de se perdre, je pense, ou parce que je veux bien qu'on assume comme professionnel notre formation, c'est à nous à s'auto-former, mais je dis, bon, j'ai l'impression que on pourrait être plus concerté, je parle comme profession, pour s'entendre sur des objectifs communs, mais peut-être que le référentiel de l'attaque écran, je dis c'est un très bon point de départ, mais après ça, comment on arrive ça avec l'offre qui est déjà là, je me pose la question. C'est ça, je ne sais pas, moi non plus. C'est que M. Barabé, lui, a déjà été président de l'Office des professions, c'est ça, je pense qu'il m'avait dit. Donc, lui, il a une vision que nous n'avons pas de toutes les ordres et associations de professionnels au Québec et au Canada. Donc, lui, il a cette structure-là dans sa tête qui vise puis qui sent qu'il est possible de mettre en place. Tandis que nous, on part de l'autre côté, on part de la base, puis là, on a de la difficulté. Fait que je pense que ça mettrait en tout cas, on va voir avec le temps. Puis l'autre chose aussi, je pense que c'est l'évolution, la rapidité à laquelle évoluent les technologies de l'information. Ouais. Comment tu vois ça, toi, ChatGPT, tout ça, là? La traduction automatique, l'intelligence artificielle? A priori, j'ai envie d'embarquer dans le train. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf puis laisser son esprit critique au vestiaire. Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux qui sont soulevés par l'IA, pas juste pour la traduction, mais on pense souvent de la traduction comme exemple, que les traducteurs vont être affectés par le développement de l'intelligence artificielle, mais ça affecte plein de secteurs. Puis c'est ça, on n'est pas les seuls. Là. En fait, là-dessus, je peux le dire parce que je pense que j'aimerais prendre plus de temps de m'informer en profondeur sur le sujet, mais je pense que la seule chose que je peux dire, c'est pas juste comme que c'est beau, puis ChatGPT, puis on n'a pas aucune question à se poser. Je pense qu'il faut se poser des questions. Moi, ce qui m'a un peu éclairé, c'est peut-être que, genre, l'exemple de ChatGPT, c'est que ça a été sorti au grand public, alors que peut-être les risques n'avaient pas tous été bien évalués. Oui, effectivement. Il y a eu des choses, il y a eu comme un moratoire aussi qui a été pour le développement. Pour le développement, parce qu'il y avait des choses dangereuses pour la santé publique. C'est ça, puis c'est aussi que, par rapport, moi j'avais reçu un début de formation en ligne là-dessus, c'est que je pense, comparé aux autres plateformes, mettons, de réseaux sociaux, ChatGPT, ça a été adopté. En fait, ça a pris, je pense, un mois pour qu'il y ait là, mes chiffres sont pas exacts, mais en fait, ça a pris moins de temps. Ça a été beaucoup plus rapide pour les utilisateurs du monde entier adopter ChatGPT que, mettons, Facebook. Mettons, pour atteindre 1 million d'utilisateurs, peut-être que ça a pris, parce que je ne sais pas les chiffres exacts, je me répète, mais peut-être que ça a pris genre une semaine ou 2 semaines ou un mois, alors que peut-être pour Facebook, ça a pris 2 ans. Ça m'avait frappé comme statistique. C'est comme et que c'était pas au point, justement, là, comme tu disais encore. Ça. C'est ça que les risques n'avaient pas été bien élevés. Puis moi, je me surprends des fois, j'aime utiliser ChatGPT juste
j'allais dire pour m'amuser, mais pour voir où les questions peuvent aller, puis c'est quand même impressionnant, je sais, c'est pas parfait, mais c'est quand même, je pense dans un autre podcast, un podcast que j'avais écouté, un spécialiste disait, c'est comme les chatbots, là. Donc, quand on est sur un site commercial, par exemple, puis il y a un petit robot le clavardage qui apparaît en bas à droite, euh, mais c'est ça, des fois, c'est pas toujours efficace. En fait, ça va pas, les réponses sont pas bien précises pour ce genre de chatbot, mais ChatGPT, c'est un genre de chatbot, on pourrait dire, mais qui fonctionne. C'est ça. Et justement, comment tu qualifierais ça, ce changement-là qui est survenu dans l'histoire de l'humanité? Comment... c'est vrai qu'il y en a qui parlent beaucoup de... C'est comme la quatrième révolution industrielle, mais moi, je répondrais peut-être une drôle de réponse, mais tu sais, vu que je commence dans la vie, puis je suis jeune, puis je t'en parlais avant qu'on enregistre tantôt, tu sais, j'ai pas connu d'autres réalités vraiment, tu sais. T'es arrivé puis c'était... C'est ça, comme le télétravail, tu sais, je veux dire... mais ça n'empêche pas que je suis conscient qu'il faut avoir son œil critique, tu sais, mais peut-être que quand je peux dire ça, tu sais, je vois quand même les effets, le côté positif que ça a apporté, tu sais, pour l'automatisation de certaines tâches ou... tu sais, mais je trouve que ChatGPT, c'est cool pour se faire une tête sur un sujet, tu sais, comme... Surtout les sujets de pointe, ou qui sont en pleine évolution, on peut avoir au moins, il faut faire attention aux hallucinations, là, on dit, on va aller vérifier, mais quand même, là, c'est très... c'est majeur, je pense. C'est vraiment majeur. Et tu pourrais comparer ça un peu à l'arrivée d'Internet comme phénomène, en tout cas dans les... Ouais, mais comme je dis, c'est difficile de pouvoir le comparer. Oui, c'est ça, c'est difficilement comparable, effectivement. Parce que peut-être ça a du sens, mais tu sais, je veux dire, moi, c'est ça, je pense, vu que je suis né en 95, tu sais, il y a certains réseaux sociaux que des fois, je trouve que je suis déjà, je suis pas vieux, mais tu sais, je vois déjà comme que je maîtrise pas les codes, tu sais, comme TikTok, pour ne pas le nommer. Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. Fait que, je pense, en effet, je pense une des éléments marketing, c'est que la technologie évolue tellement rapidement que ça, c'est sûr que ça prend dans notre domaine, des réglementations, des lois ou des balises, devrais-je dire. Oui, des balises, exactement. Pour bien comprendre. Mais en fait, la question de fond, c'est est-ce que je suis inquiet pour ma profession? Non. OK. Pour le dire, c'est simple, mais ça prend des balises quand même. Mais bon. Donc, tu n'as pas l'impression que tu vas manquer de travail un jour parce que l'intelligence artificielle va faire ton travail. C'est un peu la crainte qu'on sent planer, là. Ouais, mais en tout cas, dans le domaine, dans la spécialisation que j'ai, dans le cadre où je travaille, tout ça, en tout cas, ça, on va être solidaire, comme membre de profession, mais puis il faut l'être, mais je pense que ça dépend tellement aussi, on dit la traduction, mais ça dépend du contexte de pratique, mais sûrement que ça prendrait un autre podcast pour... Oui, c'est ça. Écoute, là, on survole, on survole. Et puis ça, c'est une question qui est loin d'être réglée, effectivement. Je vais juste regarder un petit peu. Selon toi, donc les conseils, un étudiant de traduction, en fait, on les sent à travers ton parcours, là, donc ce qui est important, étant donné le manque de structure. On pourrait, si on résume un petit peu, étant donné que notre profession, on fait notre mise en bouche pendant nos 3 ans, puis qu'on est plus ou moins prêt, donc tu as pris le bon chemin en explorant à gauche, à droite. Parce qu'il y avait aussi beaucoup de débouchés, une pénurie de main-d'œuvre qui t'a permis aussi est-ce que ça a dû aider, ça, d'après toi? Ben, tu sais, mettons, en fait, comme je dis, je me considère quand même frais dans la profession, tu sais, comme ça fait bientôt 5 ans, mais je trouve que, mettons, ce qui m'a aidé, puis ce serait les conseils que j'aurais à quelqu'un qui est tout en ce moment ou qui pense aller en traduction, c'est que tous les conseils que j'aurais, c'est ça serait de rester curieux, tu sais, puis je pense qu'on est traducteur ou traductrice parce qu'on a cette curiosité intellectuelle-là. Ah oui, absolument. Mais il faut la nourrir pour, oui, la traduction, mais
En fait, ça va avec plein d'autres qualités que j'énonce à l'instant, tu sais, pour moi, qui est Oui, tes trois l'initiative. qualités, là, c'est ça. OK. En fait, la curiosité, avoir l'initiative, puis la méticulosité et la patience. Tu sais. En fait, Mhm. c'est ça, c'est Mhm. la curiosité, la méticulosité, la patience. La patience, pourquoi? Parce que c'est comme, je pense que n'importe quel art, mettons, qu'on peut pratiquer, tu sais, ben, ça prend du temps pour maîtriser ses outils, ses instruments, ses façons de faire, tu sais, son artisanat, tu sais. Moi, Absolument. je vais jusque-là, tu sais, puis c'est ça, puis c'est pas, en effet, tu sais, peut-être que je reviens pas sur la formation initiale, tu sais. Je pense qu'à moi, ça m'a quand même donné des bonnes bases, mais c'est ça. Mais pour moi, c'est vrai que, tu sais, on peut pas dire, oh non, j'ai mon papier, j'ai plus rien à faire, tu sais. Moi, je veux dire, c'est pas peut-être anecdotique, mais tu sais, j'ai changé mes ouvrages de référence récemment, tu sais. Ah, J'ai acheté le OK. Robert 2024, j'ai acheté, euh, le- en fait, je suis abonné à l'actualité, le magazine Actualité, puis Mhm. j'ai un chroniqueur de langue, peut-être que certains le connaissent dans les éditeurs, là, mais Jean-Benoît Nadeau, en fait, puis il parlait des grammaires. Comparé dans un article, tu sais, les grammaires de la langue espagnole, dans la langue anglaise, puis du français. Puis moi, j'ai découvert qu'il y avait un projet éditorial quand même assez ambitieux qui avait été fait il y a. En fait, c'est un ouvrage là, en 2 volumes que j'ai ici chez moi. C'est La grande grammaire du français. Je connais pas du tout. C'est Je vraiment. te montrerai tantôt, mais Oui, c'est une absolument. grammaire, dans le fond, qu'on dit qui est plus descriptive que prescriptive. Tu sais. Sur le plan de la grammaire. Là. Donc, ça va plus décrire l'usage sans dire ne dites ou ne dites Ouais. pas. Tu sais. Comme le grévisme, là. C'est C'est ça. différent du grévisme. Puis, je pense à exemple dans le sens pour dire que pour moi, mettons, tu sais, genre mis à jour mes usages de France pour avoir acheté c'est tout frais là, comme ouvrage sorti en 2021, puis c'est quand même majeur, c'est une grammaire. Là. Tu sais, ça remplace justement d'une certaine façon le grévisme et tout ça. Mais c'est, tu sais, j'essaie de demeurer, tu sais, au parfum, tu sais, justement, tu sais, des ouvrages de référence, des tendances technologiques. C'est pour moi, la curiosité, c'est que ça s'incarne dans plein de choses. Ah, c'est bon Et, ce que tu dis là. C'est pas nécessairement de lire ce qu'on a le goût de lire, mais c'est de se tenir à l'affût, là. C'est ben, ça. tu sais, moi, je suis quand même fier de ça, tu sais, je suis tout à fait abonné à, peut-être pas, entre 5 et 10 publications, tu sais, papier, là, tu sais, Mhm. des revues, des magazines, tout ça, puis, ou des journaux, même, des journaux, des publications, tu sais. Puis juste pour vraiment, tu sais, que mon cerveau, tu sais, d'avoir tout le temps la culture générale, tu sais, soit tout le temps comme stimulé, puis actif, puis pas juste me dire, ben, j'ai un poste, puis tu sais, c'est ça qui est ça. Tu sais. Dans le sens que pour moi, j'ai envie d'exceller dans mon métier à ma hauteur, puis pour moi, il n'y a pas d'autre façon que De suivre ben, c'est-tu, en fait, fait, l'évolution là, qu'on voit se dérouler ben, sous nos yeux. Là. il est resté au diapason de l'évolution de la profession comme telle, mais aussi tout simplement de l'évolution de la société. Tu sais, tout C'est le monde, ça, c'est puis ça. de la culture, même ça va dans la politique, l'économie, c'est tout ça pour moi est lié. Tu sais, puis si ça veut pas dire qu'il faut ça, mettons, je dis ça dans la politique et l'économie, ça veut pas dire qu'on se transforme en politologue du dimanche, tu sais, ou de salon, mais ça veut juste dire que savoir, mettons, de connaître, je sais pas moi, tu sais, les noms des candidats dans une Mhm, élection, ou mhm. peu importe, Les tendances qui se dessinent, les puis enjeux, c'est tout ça. ça. Puis, en tout cas, C'est vraiment c'est ça. intéressant. Et puis, on va, ça avance bien, là. On est rendu il nous reste encore un bon 15 minutes, puis là, j'ai hâte que là, c'est le morceau, là, Ouais, le dessert. le C'est dessert. la littérature. Alors, puis justement, on parlait des auteurs dans la préparation du podcast, là, les grands auteurs qui t'inspirent. Ouais, Puis il y en a un dans les oui, trois, Kundera, qui a rapport avec la traduction aussi, là, qui est oui, particulier. oui, mais c'est ça, ben, ce qui est fascinant à Conrad, puis je vais le mettre en contexte pour les auditeurs, c'est que en fait, il y a un rapport pratique avec les traducteurs. Donc, ces traducteurs, mais partout dans le monde, particulièrement ces traducteurs en français de mémoire de ses premiers livres en tchèque. L'exemple ou l'anecdote que je peux donner, c'est que, par exemple,
l'écriture de Kuna, en tchèque comme en français, lui, ce qui s'attendait, c'est que ce soit quand même straight to the point, si je peux te dire. Hein, dépouillé, ça, dépouillé, c'est ça. Okay. Puis, il s'était rendu compte que, mettons, ses premiers traducteurs en français avaient plus comme enjolivé. Parce que lui ne parlait pas encore français quand ça s'est fait. De mémoire, c'est ça. Puis à la fin, quand il demandait à ses traducteurs français, dans ce cas-ci, francophones, il leur demandait comment vous avez traduit, si vous connaissez pas le tchèque, ou ben, je pensais ça parce que en fait, il faut connaître le tchèque, mais en tout cas, peut-être pas. Il ne connaissait pas disons, son œuvre et ses intentions esthétiques dans le détail. En tout cas, je résume ça comme je me rappelle. Là. Mais je pense qu'elle dit comme le traducteur français dit j'ai traduit avec mon cœur. Mais pour une erreur, c'est vraiment une erreur, tandis qu'il faut vraiment être fidèle à l'intention de l'auteur. Oui, c'est pas juste de dire j'ai envie de traduire en roman comme cette façon-là. Non, parce que sinon ça peut. Si le style est différent d'une langue à l'autre, ben, tu travailles les intentions de l'auteur. Exactement. En tout cas, mais il y a plein de choses intéressantes dans Kuna. Comme je t'en parlais, on a lu l'enregistrement. Moi, j'ai lu surtout ses essais sur le roman. C'est un romancier à la base, donc il écrit de mémoire 9 romans, si je ne me trompe pas. Mais il écrit surtout 4 recueils d'essais qui portent en très grande partie sur son art pratique, donc le roman. Puis j'ai appris plein de choses là-dedans, dans ces recueils d'essais-là. Donc autant l'histoire de l'art en général, on peut dire occidental, parce qu'il parle il parle pas juste de littérature, il va parler de musique classique, en fait, de l'histoire de la musique, il va parler de la peinture, puis lui, je pense, une belle phrase, je me rappelle de ça, il dit que pour lui, comme un romancier exemplaire, il doit être capable de parler de son art, pas juste comme faire des bons romans, mais parler avec passion de son art. Il dit que puis pour lui, chaque romancier a une vision de l'histoire du roman. Donc, l'histoire des œuvres qui se sont succédées dans l'histoire du roman, puis qui voit comme un romancier exemplaire, comme quelqu'un qui parle du roman, comme quelqu'un c'est comme si c'était un peintre qui descendait dans son atelier, puis il y avait toutes les toiles qui vous regardait, puis qui expliquait sa démarche, sa vision de la peinture, par exemple. Puis dans ça, en fait, je trouve ça très éclairant, je dirais. On n'est pas habitué, nous. La valeur de l'art, c'est ça, on pense les romans, nous, on voit le roman, puis bon moment qu'on passe en lisant telle œuvre, mais on pense pas comme ça. De l'autre côté du mémoire, comme. C'est ça. Parce que c'est ça, puis moi, j'aime une expression que j'aime beaucoup, qu'on peut appliquer à toutes les disciplines artistiques, c'est vraiment l'idée de faire une œuvre, puis, alors que pour moi, faire une œuvre ou faire œuvre, ça veut dire au singulier. Faire œuvre utile, même. Mais ça veut dire, c'est vraiment que tu as une intention esthétique, tu as une vision artistique, puis qui se déploie pas juste sur un ou deux projets, sur toute une vie, toute une carrière. Puis, dans le cas de Kunera, c'est vraiment ça. Même j'ai ça dans sa Pléiade. Donc, son volume, j'ai la collection, la Pléiade chez Gallimard. C'est contrairement à plusieurs autres tomes d'autres écrivains où c'est œuvre au pluriel, lui, c'est vraiment œuvre au singulier. Pour lui, pour lui, il y a une cohérence dans tous ce qu'il a fait. Dans tous ses romans. Il y en a un qui appelle ça un peu l'ironie, c'est très ironique dans son style. Son intention, en fait, c'est ça, c'est la passion de l'ironie, on pourrait dire, ou l'anti-lyrisme fondamental de Kundera. Mais c'est ça, donc il y a plein de choses intéressantes. Malheureusement, il nous a quittés, tu m'as dit, il est décédé. Il y a 2, je me rappelle plus, il y a récemment, pendant la pandémie, c'est que c'est encore une perte, mais il nous a laissé des choses vraiment. Il y a des choses pertinentes. Exactement. Et puis, tu as Proust aussi qui est ton. Ouais, puis c'est drôle parce que. Lui aussi, il y a un rapport avec la traduction, hein, je pense. Non? Un petit peu, il y a une anecdote, c'est que Proust a il faut savoir, sa grande œuvre, qui est À la recherche du temps perdu, un roman en 7 tomes, non? Mais c'est 7 tomes, c'est vraiment une histoire, qui est contée du début à la fin.
Mais lui, il a commencé on peut dire, ses exercices d'apprentissage du métier d'écrivain en traduisant un auteur anglais qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle John Ruskin. OK. En fait, je ne sais même pas s'il parlait anglais, Proust, mais tu sais, il a commencé à traduire cet auteur-là parce qu'il trouvait intéressant, puis il voulait que le public français de l'époque, donc fin 19e siècle, début 20e siècle, soit intéressé par cet auteur-là. Puis c'est le même qu'il y a. En fait, ces deux livres-là qui ont été traduits par Proust, ça s'appelle Le Mémoire, c'est la Bible d'Amiens, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là. Et Sésame et les lys, comme la fleur de lys, là. Sésame et les lys, pas les lys de bateau. Ah oui, c'est ça! Puis, non, c'est ça. Puis, en fait, c'est drôle parce que c'est tellement une trajectoire différente, Proust de Kundera. Par exemple, Proust est connu justement pour une grande œuvre, qui est à la recherche du temps perdu, mais il y a fait d'autres livres avant, c'était plus des exercices préparatoires en vue de la grande œuvre. Mais c'est quand même. Mais c'est quand même une œuvre qui est écrite sur 20 ans. Ah, on en parle encore aujourd'hui. Je pense que c'était l'anniversaire l'année dernière. Oui, mais 2022, ça faisait 100 ans de son décès. OK. Donc, ils l'ont souligné cette abondamment. Il y a eu des publications de manuscrits inédits, il y a eu des célébrations un peu partout, des commémorations, je sais pas, commémorations, célébrations. Puis, non, moi, je pense en fait, j'aime Kundera et Proust pour des raisons différentes. Je pense que pour Proust, c'est vraiment enfin, pour les deux, je les aime pour l'ambition de leurs projets respectifs, mais je pense que Proust, c'est vraiment le fait que, mettons, le rapport au temps, à la recherche du temps perdu, on peut le vivre en lisant le roman. C'est pas que c'est une histoire, puis aller à la fin, ça commence vraiment de l'enfance du narrateur jusqu'aux abords de la vieillesse, puis donc, puis il se passe il y a 1 million d'univers à découvrir entre ces deux extrémités-là de l'histoire, puis juste le style, on en parle tout le temps, que c'est des phrases longues, interminables, c'est pas. Mais une fois qu'on. Lui, c'est correct, nous autres, on ferait ça, puis on se ferait mettre des maladresses lourdes. Mais c'est parce qu'il faisait avec élégance, avec. Oui, absolument. C'est ça, il maîtrisait bien. Et puis ton troisième auteur, c'est Miron aussi. Oui, ben là, on n'est plus dans le roman, mais c'est vraiment Gaston Miron. Encore une fois, pour d'autres raisons, c'est des raisons différentes. Je pense que c'est pour lui, il écrit une œuvre essentiellement. C'est comme un peu Proust, dans le sens qu'il écrit une œuvre qui a été rééditée puis augmentée, l'homme rapaillé pendant des décennies. Puis pour moi, c'est sans doute, non, pas sans doute, c'est, je pense, l'œuvre québécoise, l'œuvre littéraire québécoise moderne que je trouve la plus importante et qui a plus de valeur à mes yeux. Là, que je lis pas tant que ça, je le relis pas tant que ça, mais à chaque fois que je relis, je suis comme, OK, c'est tellement modeste, pas dans un sens péjoratif, là. Comme œuvre, c'est un recueil de poésie, mais c'est tellement puissant, là, comme le langage qui est écrit, puis justement la démarche aussi, là, c'est pas juste des poèmes comme tels, mais justement c'est une œuvre qui a été écrite puis rééditée et augmentée pendant plusieurs années, donc j'aime beaucoup le grand Gaston Miron, c'est sûr. Et puis, et on arrive à la fin de l'entrevue du balado. Alors, on a fait pas mal le tour. Je sais pas, avais-tu des choses à rajouter pour... en fait, toi, tu arrives... moi, il y aurait quelque chose aussi que je trouvais important et qu'on n'a pas encore abordé. C'est comment tu gagnes ta vie avec ton emploi, mais tu t'es fait de la place pour... là, je suis très pragmatique. Là. Donc, tu te gardes du temps régulièrement. Là, tu dis pas, je vais attendre dans 6 mois d'avoir du temps pour faire quelque chose. C'est très important. Ben oui, ben c'est ça. J'essaie, mettons, le matin, de booker, d'avoir 15-20 minutes, une demi-heure pour écrire. Puis, je suis surtout productif le matin. Je sais ça. Je sais. Tu te connais, là. Depuis que j'ai commencé ça, je sais que la plage pour écrire, c'est là, l'inspiration, là, que ça peut... Ouais, mais après n'importe quand, mais si je veux être plus discipliné, c'est vraiment le matin que je dois. Est-ce que quand l'inspiration arrive, là, justement, elle est très forte, elle peut durer plusieurs jours ou... C'est assez constant. OK. Tu baignes là-dedans? Je suis toujours un peu inspiré par la musique.
OK, OK. Ben, alors, Ouais. c'est un mode de vie. Ouais. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé au balado Ça fait et plaisir. puis d'avoir participé et de partager ton vécu et puis tes conseils aussi. Ouais, Merci la beaucoup. passion, ben, c'est ça, je suis passionné et ça fait plaisir de partager à ton projet. Ouais. Ben, merci. Alors, à bientôt. Merci. Ça a-tu enregistré? Oui. Comment ça, il y a le petit truc?